Mesdames, Messieurs, grande nouvelle. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des bergers d'Arcadie. Mais vous verrez, ils finiront par vous manquer. Mardi dernier, à partir d'une exégèse de ce tableau, c'est la dernière fois que je le mentionne, je vous invitais à devenir les bergers des textes, les bergers des sens, d'une manière, dans une formulation un petit peu poétique, à pratiquer je vous invitais à pratiquer une lecture humble, une lecture bienveillante, une sorte de bucolique de la lecture. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais faire, en quelque sorte, la contre-épreuve de ce type idéal de lecture. Car c'est bien cette bienveillance, cette humilité qui, aujourd'hui précisément, me semble manquer dans beaucoup de lectures contemporaines, des lectures qui sont des lectures plus revendicatives et même accusatrices. Les textes sont alors interrogés. Ils sont soumis à la question, au sens presque médiéval du terme. On vérifie leur conformité doctrinale et, si, par malheur, ils ne sont pas conformes, ce qui, ma foi, arrive souvent avec les textes du passé, alors gare. Et parce que les textes du passé, comme vous savez, ce sont des textes du passé. Ils reflètent certaines valeurs du passé. On y trouve parfois l'expression de misogynie, de racisme, d'homophobie, de mépris de classe. Ça arrive, c'est même assez fréquent. Mais ils ne se réduisent pas à cela. Ça n'empêche pas de les lire. Mais on peut trouver ce type d'expression dedans, toutes sortes de sentiments, d'opinions qui sont jugés, à bonne raison, intolérables aujourd'hui. Eh bien, je voudrais ici prendre un exemple de ce type de lecture chez une écrivaine américaine, une écrivaine californienne même, plus précisément, Elaine Castillo, qui est âgée de 41 ans et qui est autrice de 2 romans et d'un essai de critique littéraire. Son premier roman avait eu beaucoup de succès, America is not the heart, traduit en français, il a été publié en 2018, et il a donc été traduit en français sous le titre « Nos cœurs si loin ». Il y a un second roman qui vient de paraître aux États-Unis, ou qui est sur le point de paraître, je n'ai pas très bien compris, qui s'intitule « Moderation ». Mais ce n'est pas de ces romans que je vais parler aujourd'hui, c'est de son essai de critique littéraire paru en 2022 et qui n'a pas été traduit en français. Et c'est de cet essai-là que je voudrais parler. Il s'intitule, comme vous voyez, « How to read now ». Autrement dit, il porte presque exactement le titre du cours de cette année et du cours de l'an dernier. Comment lire ? Mais comment lire maintenant ? Le maintenant est ici en rouge, avec même une bombe prête à détonner, à exploser. Comment lire aujourd'hui ? La différence par rapport au cours de cette année et de l'an dernier, c'est qu'il n'y a pas le point d'interrogation. Le point d'interrogation étant moins. Donc, en effet, la position, vous allez le voir, la position d'Elaine Castillo est beaucoup plus péremptoire que la mienne étant beaucoup plus, vous l'avez déjà compris, beaucoup plus exploratoire. Alors, comment lire maintenant ? Maintenant, now. Ce terme ici est essentiel. D'après Elaine Castillo, on ne peut plus lire aujourd'hui. On ne peut plus lire aujourd'hui comme on le faisait auparavant. Ce qui a changé par rapport à avant, eh bien, c'est une prise de conscience radicale des discriminations dont sont victimes différents groupes qu'on dit maintenant aujourd'hui racisés ou bien sexisés, c'est-à-dire assignés à une race ou à un sexe, sans préjuger de l'existence de race ou de sexe ou de genre, etc. Et cette prise de conscience des discriminations dont souffrent ces différents groupes modifie la lecture que nous faisons des textes.
et même et surtout, comme je vous le disais à l'instant, elle modifie la lecture des textes anciens, des textes classiques. Une information que je ne vous ai pas encore donnée, c'est que Elaine Castillo est d'origine philippine. Elle est américaine, mais elle est aussi d'origine philippine. Elle est philippino-américaine. Alors, je n'ai pas l'habitude ici de mentionner l'origine ou l'appartenance ethnique des auteurs dont je parle. Si je le fais ici, maintenant, c'est parce que cette donnée joue un rôle vraiment structurel dans la pensée et dans l'écriture d'Elaine Castillo. Son origine philippine informe toute son écriture romanesque, en tout cas dans son premier roman, son deuxième, je ne sais pas, et puis ça informe aussi ses prises de position et évidemment ses lectures qui nous intéressent dans le How to Read Now. Elaine Castillo a un discours assez intéressant sur la place particulière qu'occupe la minorité philippino-américaine aux États-Unis. D'après elle, les Filipinos aux États-Unis sont, et je crois qu'elle n'a pas tort, ils sont en marge de toutes les minorités. Les Filipinos n'appartiennent à aucune de ces grandes communautés, de ces grandes minorités, si je puis dire, c'est un peu paradoxal comme expression, auxquelles on pense spontanément quand il s'agit de minorités aux États-Unis. Ils ne sont pas les Noirs, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas latinos, pour prendre des grands groupes qui sont très bien constitués, très visibles dans le monde états-unien, et même s'ils appartiennent à la communauté asiatique, eh bien, ils sont quand même beaucoup moins constitués en minorité en tant que Filipinos que ceux qui sont d'origine chinoise, les sino-américains. Et donc les Filipinos forment en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la minorité des minorités. C'est la minorité la moins organisée, la moins militante peut-être, la moins visible, et surtout la moins considérée en tant que minorité. Et donc c'est une sorte de situation de marginalité double ou de marginalité au carré que décrit Elaine Castillo, qui est, du reste, en décrivant cela, elle devient l'une des voix littéraires philippino importantes, il y en a d'autres aux États-Unis, et c'est à travers cette situation de marginalité double, de marginalité au carré, que Elaine Castillo veut trouver sa légitimité en tant qu'écrivaine, en tant que critique littéraire, en tant que penseuse. C'est de cette expérience-là qu'elle veut parler, et c'est ce qui rend son propos, je crois, intéressant et original. Mais c'est un propos, vous l'aurez compris, un propos éminemment politique. En particulier, quand Castillo entreprend de parler de littérature, malgré, ou plutôt, je dirais, à cause de l'outrance, vous allez voir, de certaines de ses positions, qui rendent son propos d'autant plus intéressant. Tous les comptes rendus du livre d'essais critiques d'Elaine Castillo le disent bien. Ces textes, disent les comptes rendus dans les grands journaux américains, ces textes sont particulièrement virulents, ils sont audacieux, ils sont revendicatifs. Ce sont des textes qui ne sont pas faits pour tous les lecteurs. Attention, lorsque vous ouvrez ce livre, vous allez être choqués. Ce sont des textes qui visent à provoquer, à déranger le lecteur lambda, un lecteur lambda qui est supposé être on pourrait dire, un mâle blanc hétérosexuel. Alors, je dis hétérosexuel parce qu'une chose que je ne vous ai pas dite encore, c'est que Elaine Castillo se déclare elle-même bisexuelle. En tout cas, ce sont des textes qui cherchent à vous faire sortir de votre confort intellectuel, clairement. C'est de cela qu'il s'agit dans ces textes. Ce sont des textes agaçants, parfois, et je dirais même assez souvent. C'est souvent excessif, et c'est même souvent faux ou injuste. Mais il y a là, dans ce type de critique, dans ce type d'écriture critique, un effet de posture qui mérite d'être souligné. C'est un effet de posture qu'on pourrait décrire comme un ethos rhétorique, un habitus rhétorique, ce que Aristote, dans la rhétorique, qualifierait d'éthos ou d'habitus de la colère. Voyons comment
C'est toujours bien de revenir à Aristote, même quand on parle d'une écrivaine philippino-américaine. Posons, dit Aristote, que la colère, alors en grec c'est orge, posons que la colère, c'est la définition, est le désir impulsif et visible, impulsif et pénible, excusez-moi, de la vengeance visible d'un dédain visible en ce qui regarde notre personne ou celle des nôtres, ce dédain n'étant pas mérité. Tous les termes ici sont importants. La colère est un désir de vengeance, mais un désir de vengeance visible. C'est quelque chose qui doit être manifesté ici. D'un point de vue rhétorique, c'est ça qui est important. Et il faut qu'on réponde de manière visible à un dédain, à un mépris dont on se sent la victime. Mais il faut que ce mépris lui-même soit visible et que ce mépris concerne une seule personne ou bien les nôtres, c'est-à-dire en quelque sorte une communauté, on pourrait dire. Il faut que ce dédain, que ce mépris, évidemment, soit considéré comme injuste, qu'il ne soit pas mérité. Et Aristote poursuit, on se met en colère, dit Aristote donc, contre ceux, c'est des exemples, mais le chapitre sur la colère dans la rhétorique est vraiment très long, on se met en colère contre ceux qui nous causent tous les préjudices, toutes les injustices, contre ceux que laisse indifférent le récit ou le spectacle de nos faiblesses, contre ceux qui, bienfaisants pour les autres, ne le sont pas pour nous, donc ceux qui pratiquent une sorte d'injustice, qui ne pratiquent pas une égalité entre le traitement entre différents types de personnes, car il y a du mépris à nous juger indignes de ce qu'on fait pour tous. Ben voilà, la colère est une réaction normale si vous êtes victime de, je prends un terme plus moderne que celui qu'utilise Aristote, que si vous êtes victime de discrimination. Ce terme de dédain, de mépris, oligorein, oligoria, on pourrait l'imaginer comme étant le mot grec pour dire discrimination. Donc la colère est un sentiment assez légitime dans le type de situation que décrit Aristote. Alors, attention, je dis que Hélène Castillo pratique un habitus ou un ethos de la colère. Je ne dis pas que Hélène Castillo soit elle-même colérique ou qu'elle soit impulsive. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Simplement, il s'agit ici de rhétorique, c'est-à-dire d'une posture qui est adoptée. Il s'agit aussi de créer chez le lecteur, chez la lectrice, aussi une colère, éventuellement, en embrassant la cause, qui est celle d'Hélène Castillo. Car la colère n'est pas seulement un sentiment individuel, du reste Aristote nous le dit, c'est aussi un sentiment qui peut être un sentiment collectif, communautaire, politique. Donc la colère est le sentiment éprouvé, normalement, par celui ou celle ou ceux qui sont victimes d'une injustice flagrante. D'où la bombe que nous avions sur la couverture du livre, qui est une image, en quelque sorte, de la colère. Alors, cet ethos de la colère dans la lecture est assez différent, il est voisin, mais un peu différent quand même, de ce que Michel Foucault appelait la paressia, un autre terme grec, la paressia qui signifie la liberté de langage, la franchise excessive, au-delà de toutes les normes. Michel Foucault disait les cyniques, les philosophes cyniques de l'Antiquité pratiquaient la parésia. Diogène, à Athènes, qui dit à Alexandre le Grand arrivant, ôte-toi de mon soleil, tu me fais de l'ombre. Voilà, ça c'est de la parésia. Puis ça peut aller beaucoup plus loin en disant ces 4 vérités aux puissants. Donc c'est un jeu, du moins un ethos, qui consiste à dire la vérité, même à ses propres dépens, surtout à ses propres dépens, surtout à ses propres risques, pour contester les normes, pour contester les puissants. Il s'agit, avec la paressia, de jeter des vérités à la face des gens. Alors, la différence avec Hélène Castillo, c'est pour ça que je ne reprends pas ici vraiment le terme de paressia, et celui de Michel Foucault, c'est que l'éthos politique d'Hélène Castillo se sent beaucoup moins lié à l'obligation de vérité, qui est celui sur lequel insiste Foucault, qu'à la défense de valeurs, à la dénonciation d'une injustice, ou de ce qui est présenté comme une injustice. Et cet habitus de la colère, cet ethos de la colère, avec tous ses excès,
avec tous ces excès, est typique de la posture militante. Une posture qui est typiquement contemporaine, ce militantisme. Car, et je crois qu'il faut, j'insiste là-dessus parce que je crois que ça fait partie des grandes incompréhensions que l'on a par rapport à certains mouvements politiques. Cet ethos de la colère, cette posture militante, qui sont liés, vous le voyez, peuvent faire comprendre beaucoup de discours, beaucoup d'actes qui, dans les médias, quand ils sont rapportés comme ça, tels quels, peuvent apparaître, et sont du reste, violents, absurdes, injustes, totalement injustes. Mais en fait, on pratique l'excès souvent pour faire bouger les lignes, pour faire changer les mentalités, sans qu'il y ait une dimension normative dans cet excès. Il s'agit de... C'est performatif, cet excès. On exprime des propositions inacceptables telles quelles, en espérant que ces propositions auront par là même une efficacité politique et permettront de rétablir un certain équilibre. Je me souviens, vous en souvenez aussi peut-être, que c'était assez récemment, telle féministe française disait ne plus vouloir lire de livres écrits par des hommes. Bon. C'est absurde, c'est tout ce que vous voulez, c'est absurde, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Mais ça, en fait, je ne pense pas, enfin, j'espère en tout cas, ça ne prétend pas être normatif. Enfin si, ça se présente comme étant normatif, mais en fait, c'est beaucoup plus performatif, me semble-t-il, et parfois peut-être contre-performatif. Parce que c'est là la question, c'est là le problème. Est-ce que ce type de discours militant, colérique, fonctionne? Je crois qu'il peut fonctionner, parfois. Mais il peut aussi être contre-productif. Il peut provoquer en retour des discours réactionnaires, de réaction, littéralement, qui réagissent à ça, et qui font bouger les lignes dans un sens non désiré, enfin non désiré en tout cas par ceux qui pratiquent cet ethos de la colère. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, semble-t-il, on le voit, on l'a vu, on est en train de le voir aux États-Unis, par exemple. Et ce qui est significatif, c'est que cet ethos de l'excès, cet ethos qui consiste, et c'est le paradoxe, qui consiste à s'imposer de façon, j'allais dire, virile, dans l'espace de la discussion, dans l'espace public, en imposant sa présence par tous les moyens, très très loin, de manière très éloignée des codes du savoir-vivre, des codes du respect d'autrui. Cet ethos de l'excès, de l'hubris, oui, de la violence, eh bien en fait, cet ethos-là, cet habitus-là, il est aussi partagé par les personnalités les plus conservatrices et les plus réactionnaires. Et oui, vous ne l'attendiez pas, ou peut-être que si. Mais Donald Trump pratique aussi ce même ethos, car il correspond en vérité à son art de la négociation, the art of the deal. Parfois, quand je lis the art of the deal, j'ai envie de dire the art of the devil, mais c'est un côté un peu l'art du diable. Mais bon, c'est juste une paronymie. En tout cas, ça consiste dans la façon dont Donald Trump définissait dans son best-seller l'art de la négociation, l'art du deal, ça consiste à tenir des positions et des demandes initiales excessives au départ, de manière que au bout de la négociation, on obtienne un accord avantageux. Alors, je ne dis pas que ce soit la position actuelle de Trump sur l'Ukraine, qui est tout à fait autre chose. Mais en tout cas, c'était comme ça qu'il décrivait sa technique de négociation. Alors, cet ethos de l'excès est en fait typiquement américain. Typiquement américain. Et il fait fi, c'est ça qui est paradoxal, il fait fi totalement des distinctions politiques. C'est un ethos qui se pratique à droite comme à gauche aux États-Unis. Mais c'est un ethos extrêmement viril, extrêmement yankee, si je puis dire, mais qui s'est largement exporté outre-Atlantique, comme nous le savons et comme peut-être on peut le regretter. Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a un mot que je n'ai pas encore utilisé, et que je ne souhaite pas utiliser, mais que je vais quand même mentionner. Beaucoup de prétéritions. C'est le mot de wokisme. Je n'ai pas parlé de wokisme à dessein, et ce alors même que
le propos d'Elaine Castillo relève, à n'en pas douter, de ce qu'on pourrait nommer habituellement la mouvance woke. Alors, je n'ai pas utilisé ce terme parce que ce terme évoque immédiatement un certain nombre de jugements préconçus et péjoratifs. Le terme a une dimension à l'origine, enfin, et maintenant utilisé de manière péjorative, et je voudrais plutôt regarder avec vous directement les textes d'Elaine Castillo, sans préjugés, si possible. Le terme de wokisme est une manière négative de nommer ce qu'on pourrait appeler un mouvement, ou plutôt un archipel de mouvements, un mouvement radical de prise de conscience, c'est ça qu'on entend dans woke, être éveillé, prendre conscience de vigilance, de prise de conscience des discriminations et des injustices sociales. Aujourd'hui, on utilise le terme de woke, parfois. Avant, on employait de manière péjorative aussi le terme de politiquement correct. C'était plutôt dans les années 90. Mais l'objectif de ces prises de conscience, et c'est pourquoi je n'emploie pas ce terme de woke, l'objectif de ces prises de conscience, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, contre les injustices, il est louable en soi. Enfin, pour peu qu'on partage les valeurs d'humanité et de défense des droits humains. Il me semble difficile de critiquer en lui-même un mouvement qui cherche à faire respecter les droits humains, à empêcher les discriminations. Surtout dans un monde ou dans des sociétés où les mouvements ultra-conservateurs et réactionnaires se révèlent souvent, en vérité, beaucoup plus puissants et majoritaires. Les dernières élections aux États-Unis, dans des pays européens aussi, l'ont montré. Donc l'objectif est bon. Après, c'est les moyens peut-être, et c'est peut-être les étapes qui sont données qui ne sont pas bonnes, qui doivent être revérifiées. Mais comme je vous disais, il y a une dimension aussi performative dans les moyens utilisés. Mais lorsqu'on regarde de l'autre côté, on voit qu'en fait, les phénomènes de censure réels, et ils sont beaucoup plus officiels et présents, je parle ici des États-Unis, du côté de la réaction politique. Les politiques officielles de censure émanées des mouvements réactionnaires dans des États comme la Floride ou le Texas sont extrêmement brutales. Ici, je vous montre une étude qui a été faite par l'Association américaine des librairies, c'est l'association officielle des bibliothèques, excusez-moi, donc American Library Association, donc c'est l'association qui regroupe tous les bibliothécaires et qui montre tous les phénomènes de censure qui existent, en particulier dans les États les plus conservateurs, la Floride, le Texas. C'est vraiment très brutal. En 2023, l'Association américaine des bibliothèques a répertorié 4240 titres ciblés par la censure, sortis de force des bibliothèques. Et parfois, les bibliothécaires qui refusaient, on a entendu ça récemment aux actualités, les bibliothécaires qui refusaient de se plier à ces injonctions ont été licenciés abusivement. Et bon, après, la justice peut agir. Mais, donc, c'est en 2023, 4240 titres, soit plus que les 2 années précédentes cumulées. Alors, vous voyez ici les 10 livres les plus censurés, bon, beaucoup portent sur les LGBT, gays, etc. Mais il y a un livre de Toni Morrison, de Bluest Eye, parce qu'il y est question d'inceste dans ce roman. Donc on le sort, Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Et puis il y a des classiques qui n'apparaissent pas dans les 10 premiers, mais qui ont déjà été l'objet de censure, des classiques américains. To Kill a Mockingbird, de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, un prix Pulitzer, qui est vraiment un classique des classes. Vous avez Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, aussi, qui est exclu. Ou bien Maus, d'Art Spiegelman, qui est exclu de certaines bibliothèques. Bon. Tout cela s'organise au niveau des États, et parfois même au niveau fédéral américain. Et donc, c'est vrai que je dis je ne veux pas parler des woke, parce qu'actuellement, la situation, en particulier aux États-Unis, est quand même un peu complexe et un peu délicate. Et dans ces circonstances, je ne voudrais pas donner l'impression de tirer sur l'ambulance des mouvements américains de justice sociale, qui sont, il faut le dire, en grande difficulté en ce moment. Donc, voilà.
je vous dis comment il faut plutôt parler de mouvements de conscientisation, de prise de conscience excessifs et militants, ça clairement. Parce qu'il n'empêche que, effectivement, la manière de faire de ces mouvements radicaux de justice sociale, je l'ai dit, excessive, outrancière, peut paraître critiquable et même contre-productive. Donc, il ne faut pas caractériser en bloc un tel mouvement, mais je pense qu'il faut plutôt examiner, c'est ce que nous faisons ici, enfin, ici, maintenant, on ne va pas le faire tout le temps, mais examiner au cas par cas les textes et les prises de position, aller vraiment directement sur le contenu des choses et voir ce qui est dit réellement, plutôt que d'avoir de grands discours un peu théoriques et généraux sur ces questions. Il faut juger sur pièce. Eh bien, je vais commencer par l'un des passages les plus provocants d'Hélène Castillo, celui où elle parle de la façon dont les lecteurs blancs, c'est le terme qu'elle emploie, lisent les livres des personnes de couleur ou racisées. Quand je dis que le suprémacisme blanc, c'est ainsi qu'il faut traduire white supremacy, quand je dis que le suprémacisme blanc produit des lecteurs exécrables, je veux dire que parmi ces innombrables méfaits, il consiste en un ensemble éducatif de techniques de lecture fondamentalement merdiques. Excusez-moi, je suis désolé, c'est dans le texte, shitty en anglais, j'ai pas le choix. Des techniques de lecture qui vous appauvrissent en tant que lecteur, en tant que penseur et être sensible. C'est une éducation qui vous promet que des pans entiers du monde et que leur vitalité perdront tout sens à vos yeux. Donc un type de lecture qui désincarne totalement la réalité du monde pour les lecteurs blancs. Illisible, intangible, à jamais irréel, comme des figurines en carton dans un diorama. Voilà, une partie du monde devient totalement désincarnée à cause de ces types de lecture produites par le suprémacisme blanc. Ils ne savent pas comment nous lire. Ai-je entendu se plaindre des amis écrivains de couleur, généralement, après une séance de questions-réponses, dans une rencontre publique, comme ça arrive, généralement après une séance de questions-réponses particulièrement exaspérante, où une personne blanche s'est soit offusquée de quelque chose dans nos livres ou dans la discussion, souvent la simple mention de la blancheur suffit à heurter ses lecteurs à la peau particulièrement fine, soit cette même personne ou une autre personne blanche a dit quelque chose de bien intentionné, mais finalement égocentré, généralement sur la façon dont notre histoire, à nous, personnes de couleur, leur a fait ressentir un profond malaise à propos de ce pays. Je vous ai dit, les textes de Hélène Castillo sont assez choquants. Alors, nous sommes avertis, ce livre mentionne la blancheur, whiteness, the whites. Il parle des blancs comme d'autres parlent des noirs ou des asiatiques. Et ce retournement du regard est caractéristique de la démarche de Castillo. C'est ainsi qu'elle veut choquer son lecteur lambda. Alors, le terme suprémacisme blanc, white supremacy, doit nous arrêter. Au début, on peut penser que ce terme, qu'il s'agit de ceux qu'on appelle en effet les suprémacistes, c'est-à-dire des personnes qui soutiennent la supériorité de la race blanche, ce qui est du racisme de la plus pure espèce. Mais en fait, quand on lit le texte d'Hélène Castillo et qu'on voit les exemples qu'elle donne, on comprend assez vite que même les gens non racistes, c'est-à-dire, comme elle dit, les lecteurs bien intentionnés, participent, sans le vouloir sans doute, à ce suprémacisme blanc. Et donc, même si vous dites du bien d'un livre qui a été écrit par une personne racisée, c'est l'exemple, l'anecdote racontée par Castillo, même si vous dites du bien d'un livre écrit par une personne racisée, le bien que vous en dites est déjà, nous dit Castillo, est déjà en soi travaillé par la question raciale et miné de l'intérieur. Alors, cette façon d'envisager les discours, selon leur origine, elle vient de loin. Elle a une généalogie. C'était fondamentalement la thèse du grand critique Édouard Saïd, dans son livre classique, L'orientalisme, en 1978. Édouard Saïd y étudiait tout le discours sur l'Orient fait par les voyageurs, les écrivains, les ethnographes, les érudits occidentaux, depuis au moins le XVIIe, XVIIIe siècle. Et
ces discours-là étaient toujours, pour lui, marqués par un biais négatif ou péjoratif. C'est cela, l'orientalisme, c'est cette image de l'Orient qui est créée par les Occidentaux. Que l'on dise du bien de l'Orient ou qu'on en dise du mal, mais que l'on dise du bien aussi, ou qu'on veuille simplement décrire l'Orient, si l'auteur vient de l'Occident, dans le discours d'Édouard Saïd, eh bien, c'est toujours en fait quelque chose de critique et de négatif. Et c'est quand même assez problématique, c'est l'une des limites. Le travail d'Édouard Saïd a fait date, il a en quelque sorte créé les études dites post-coloniales, mais il a des limites fortes. Et ce faisant, Saïd formulait une description tout à fait statique des discours, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'évolution possible à l'intérieur des discours. Et ce statisme de la description idéologique est tout à fait caractéristique et significatif du travail d'Édouard Saïd, ainsi que de toutes les lectures qui sont, enfin de beaucoup de lectures qui sont dans son sillage. C'est-à-dire que les gens sont rangés dans des cases dont il est absolument impossible de sortir. D'une part, dans le travail de Saïd, les structures d'interprétation de l'Orient vraiment sont décrites comme invariables, né variétures. Alors qu'en fait, quand on les regarde, et c'est du reste c'est ce que dit aussi Saïd, ces structures d'interprétation de l'Orient sont sans cesse l'objet de tensions, de déplacements, d'affaiblissement, etc. Il y a des explorateurs qui sont extrêmement bien intentionnés à l'égard des populations qu'ils visitent, dont ils rendent compte. Et puis, en fait, en présentant systématiquement toute catégorisation de l'autre, même élogieuse, comme négative ipso facto, par le fait même que vous catégorisez l'autre, eh bien, je crois que Saïd fait moins un procès idéologique qu'il n'accuse, en vérité, le principe même du langage. Parce que dans le langage, effectivement, toute proposition, par principe, toute proposition limite et découpe le réel. Vous dites quelque chose, vous faites un énoncé, et vous catégorisez le réel, forcément. Mais à ce moment-là, Saïd n'accuse pas les Occidentaux. En fait, c'est le langage qu'il accuse en tant que tel. Et donc, c'est plus du tout, c'est un autre type de démarche qu'il fait. C'est beaucoup moins politique, c'est plutôt philosophique comme manière de faire. C'est une sorte de critique du langage en tant que tel, en tant que catégorisation, en tant que processus de nomination. Parce que c'est en effet le propre de tout discours, d'englober son objet et puis de former cet objet d'un même mouvement. On nomme, et en nommant, effectivement, on crée un peu l'objet. On participe à son existence intellectuelle. Et donc, je pense qu'il s'agit au fond, chez Saïd, malgré ce qu'il en dit, d'un procès qu'il intente au langage lui-même, et moins à telle idéologie particulière. Il y a du racisme, il y a eu du racisme, il y en a encore, hein, mais il n'y a pas que cela chez Saïd. Il y a aussi autre chose, je veux dire, il n'accuse pas seulement cela, je pense que c'est un procès intenté au langage. Alors, je fais ce déplacement vers Saïd parce que ça permet de mieux comprendre ce que dit Castillo ici. Elle dit peu ou prou la même chose, peu ou prou, avec quand même une différence. Comme chez Saïd, il est impossible pour Castillo de dire quoi que ce soit sur un livre d'une personne racisée qui ne soit condamnable. Et donc c'est bien ici là aussi le discours ou la lecture qui est condamné en soi. Mais la différence avec Saïd, c'est uniquement si l'origine de ce discours ou l'origine de cette lecture est caractérisée comme blanche. C'est-à-dire qu'un blanc ne peut jamais dire quelque chose de bien sur le livre d'une personne racisée. Voilà ce que nous dit Hélène Castillo. Et donc le syntagme que l'on voit ici utilisé, white supremacy, suprémacisme blanc, en fait, quand on voit bien les exemples qui sont donnés, ce syntagme-là ne décrit pas ce qu'on appellerait du suprémacisme, mais en fait, ce syntagme est strictement équivalent de whiteness, tout court. Il est équivalent de blancheur, puisque la blancheur, d'après Hélène Castillo, suppose le suprémacisme, quelles que soient vos propres convictions antiracistes. Alors, évidemment, il paraîtrait raciste d'écrire comme ça, noir sur blanc, si je puis dire, d'écrire que le fait d'être blanc empêche de lire. Donc elle ne dit pas ça. Elle n'ose pas, elle est très explosive, Hélène Castillo, mais elle n'ose pas aller jusque-là, quand même. Donc, parce qu'imaginez que l'on remplace l'adjectif blanc par une autre couleur de peau. Ce serait quand même assez difficile à lire et à entendre. Donc, Hélène Castillo substitue, par un effet d'euphémisme, elle substitue à whiteness le syntagme white supremacy.
comme si elle accusait une idéologie, plutôt qu'en fait, ce qu'elle accuse, c'est un groupe racisé. Mais donc c'est en fait un simple euphémisme, puisque pour elle, aucune personne blanche ne saurait échapper à ce suprémacisme. Il serait impossible à une personne blanche de lire, de comprendre, d'interpréter correctement le livre d'une personne de couleur. Et cela, non seulement parce qu'elle est blanche, mais parce que la technique de lecture, c'est ça qui est important ici, qui va nous intéresser, parce que la technique de lecture qui est inculquée à l'école est fondamentalement mauvaise, vous l'avez vu, merdique, shitty. Donc, on ne peut pas se débarrasser de cela. C'est la lecture elle-même qui est incriminée en tant que telle. Cette lecture serait viciée de l'intérieur. Et Castillo, et ça malgré tous les efforts que vous pouvez faire, si votre couleur de peau n'est pas la bonne, si je puis dire. Et Hélène Castillo s'en explique. Le suprémacisme blanc, c'est toujours ce même terme de white supremacy, est une éducation culturelle globale dont la fonction première est d'empêcher les gens de lire. Empêcher les gens de lire. De lire, c'est-à-dire de se colter avec, de comprendre, de lire donc les vies des personnes qui se situent en dehors de son cadre. Donc c'est un type de lecture qui vous empêche de comprendre les gens, les vies des gens qui n'appartiennent pas à votre communauté, en quelque sorte. Et cela est encore plus évident, poursuit Castillo, cela est encore plus évident dans le type de lecture le plus ardemment promu par la communauté littéraire libérale blanche, qui exerce aujourd'hui une influence démesurée, tant intellectuellement qu'économiquement, sur l'industrie de l'édition. Et ici, Hélène Castillo va développer ce qu'elle entend ici par cette manière de concevoir l'édition aux États-Unis. L'influence malheureuse de ce style de lecture a instauré l'idée, que nous devrions nous tourner vers les écrivains de couleur pour consommer un porno ethnographique d'une sentimentalité dégoulinante, a gooey heart porn of the ethnographic, afin d'apprendre une histoire oubliée, une tragédie déchirante, un bouleversement politique qui a détruit une communauté, un génocide, un traumatisme. Donc, les écrivains de couleur sont là pour nous dire, voilà, des tragédies, les tragédies qu'ils ont vécues, c'est ce qu'on leur demande, estime Hélène Castillo. Nous attendons de ces écrivains qu'ils nous fournissent ces marchandises intellectuelles, tout comme leurs ancêtres, donc allusion au commerce triangulaire, tout comme leurs ancêtres fournissaient autrefois des épices, des minéraux, des pierres précieuses et des corps sans valeur, enfin au commerce triangulaire et à la colonisation. Alors vous voyez que les formules sont fortes, encore une fois, elles sont frappantes, elles sont provocantes, à dessein. Castillo sait écrire avec rage, avec colère, clairement. Mais notez, là encore, que ceux qui sont accusés ici ne sont pas les réactionnaires, ce ne sont pas les ultra-conservateurs, mais ce sont les libéraux, c'est-à-dire voilà, cette communauté littéraire libérale blanche. Les libéraux, c'est-à-dire dans le langage américain, liberal, ça signifie de la gauche, c'est-à-dire les gens qui sont pour la liberté, ce sont les progressistes. Donc, et quand on voit dans un tel texte comment le camp de la gauche américaine a eu tant de plaisir à s'autodétruire, quand on voit ce texte d'Hélène Castillo, on comprend mieux, je crois, c'est ma petite remarque d'actualité de politique, on comprend mieux le résultat des élections présidentielles américaines. C'est une sorte, voilà, il y a vraiment un camp libéral qui s'est totalement autodétruit, mangé lui-même, et après, bon, ça fait laisser paver la voie pour le résultat que vous savez. Mais on peut comprendre, on peut essayer de comprendre en tout cas la rage d'Hélène Castillo. C'est que le monde éditorial, le marché de la librairie américain, met les écrivains dans des cases. Je pense que c'est valable aussi dans d'autres pays. Chacun est dans sa case et chacun est supposé alors fournir le discours approprié à cette case. Prenons un autre exemple, cette fois-ci tout à fait différent, français. Je pense à un écrivain bien connu, Dominique Fernandez. Bon. L'écrivain et romancier Dominique Fernandez n'a jamais voulu être mis dans une case. Il n'a jamais voulu que ses romans
fussent rangés dans la catégorie des romans homosexuels, par exemple. Mais il veut que ces romans soient considérés comme appartenant à la catégorie générale des romans, voilà, des romans comme tous les autres, hein, sans caractérisation particulière. C'est très difficile pour un écrivain de se voir mis dans une case alors qu'on préférait appartenir à la littérature générale. Et donc il y a, en quelque sorte, chez Hélène Castillo, ce même type de regret que chez Fernandez, à certains égards, même mutatis mutandis, à savoir le regret implicite de l'impossibilité du neutre. Ce neutre qui apparaissait à Roland Barthes comme une sorte de Graal, de condition même de l'écriture, ce lieu qui permet à l'écrivain de disparaître derrière son texte. Donc, pas de neutre possible. Et du reste, je ne crois pas que pour Castillo, le neutre soit la solution. Je pense que pour Hélène Castillo, le neutre est un luxe d'homme blanc. Hélène Castillo refuse la racisation imposée par le marché littéraire, mais, vous l'aurez remarqué aussi, elle refuse de parler autrement qu'en personne racisée. Ce qui peut paraître un peu contradictoire dans les termes, quand on refuse la racisation imposée par le marché éditorial. Alors peut-être m'objecterait-elle, si je peux parler en son nom et me mettre à sa place, ce qui est très difficile, je veux dire, parce que pour certains militants radicaux, c'est absolument strictement impensable pour moi, homme blanc, de me mettre à la place d'une écrivaine philippino-américaine. Je racontais une anecdote personnelle. L'an dernier, je donnais un séminaire dans une université américaine, et puis une étudiante s'est insurgée contre moi à un moment de la classe, qui se passait bien, parce que j'avais osé, quelques instants, en classe, imaginer, avec beaucoup de réserve, mais imaginer ce que pouvait être une expérience féminine. Voilà. J'avais essayé de me mettre à la place d'une femme. Alors, pour être juste dans la petite anecdote, les camarades de cette étudiante n'étaient pas du tout d'accord avec elle. Et ils l'ont un peu réprimandée sur sa manière de faire. Mais néanmoins, cette réaction a eu lieu. Et évidemment, moi, je pense que j'étais dans mon droit en essayant d'imaginer un tout petit peu, sans vouloir imposer mon point de vue, mais d'imaginer un point de vue différent du mien. Parce que je crois que, fondamentalement, avant d'être un être masculin, je suis un être humain. Et je crois que notre condition humaine, le langage, la raison, si l'on y fait suffisamment d'efforts, si l'on y met suffisamment de bienveillance, d'humilité aussi, je crois que tout cela nous permet de nous représenter l'esprit d'un autre être humain, même si cet autre être humain est dans une situation très très différente de nous. Sinon, ce serait à désespérer du langage, ce serait à désespérer de l'humanité et de la littérature. Sinon, nous serions chacun enfermés dans une bulle. Et je ne pourrais même pas en ce moment vous parler, en quelque sorte. Et Hélène Castillo, pourquoi nous parlerait-elle s'il était incapable de nous dire, en quelque sorte, de nous faire comprendre ce qu'elle ressent. Donc voilà, je fais une petite réserve, j'essaie d'imaginer l'objection que pourrait me faire Hélène Castillo, donc je mets une réserve ici, je sais que c'est interdit en principe, mais je transgresse. Donc peut-être donc, ces réserves faites, Hélène Castillo m'objecterait-elle que si elle continue à parler en personne racisée alors qu'elle refuse cette racisation à certains égards, c'est parce qu'elle ne saurait dénoncer la racisation qu'à partir de sa propre expérience. Elle ne peut pas parler autrement. Et pourtant, il lui est impossible de communiquer son expérience à ceux qui n'appartiennent pas à sa communauté. Donc elle est prise dans une sorte de dilemme. On parlait de dilemme, mais en fait on dit un mot anglais maintenant, c'est double bind, mais dilemme ça irait très bien, une double contrainte. Et donc c'est ainsi qu'elle accuse tout le système éditorial. Je continue donc avec le texte d'Hélène Castillo. En plus d'être des écrivains professionnels, les écrivains de couleur se retrouvent souvent à faire le deuxième boulot, tacite et non rémunéré, de personnes de couleur professionnelle, au sens le plus performatif du terme, c'est-à-dire pratique à avoir sous la main pour des panels ou des numéros de revue sur la race, sur le pouvoir ou sur la révolution,
afin que le festival ou la revue littéraire en question ne paraissent pas totalement racistes. Voilà, on invite la personne de couleur parce que voilà, ça va donner un peu de diversité à l'intérieur d'un événement. Pratique aussi pour des félicitations en public et en privé, afin de moins attirer l'attention sur le public blanc, confortablement installé sur des sièges trop chers pour les lecteurs de couleur du coin. Donc oui, ça ne vous concerne pas, parce qu'ici c'est gratuit. Et lorsque je suis passé, dit Hélène Castillo, par les fourches codines de la promotion éditoriale de mon premier roman, il m'a paru manifestement évident qu'une grande partie de notre industrie littéraire ne fonctionne guère plus que comme un passe-temps pittoresque destiné à ses adeptes, comme Marie-Antoinette au hameau de la Reine du Petit Trianon, comme un lieu pour simplement jouer à la diversité. Jouer ici, le terme que l'on emploie, c'est cosplay, vous savez, se déguiser pour jouer, on pourrait dire, pour jouer le bal costumé de la diversité, de l'empathie, de l'éducation. Vous savez, le cosplay, ce sont ces fans de manga, par exemple, ou de dessins animés qui se costument dans leurs héros préférés. Eh bien, la littérature, enfin, le marché éditorial fonctionne aussi comme cela, selon elle. Donc, la littérature, notre industrie littéraire, plutôt, ne fonctionne pas, et c'est là qu'il y a ces termes que j'aime beaucoup, ne fonctionne pas comme un lieu pour se détourner vraiment de soi-même, pas comme un lieu pour s'humilier dans sa vulnérabilité, pas comme un lieu pour se mettre à nu dans sa propre ignorance. Vous voyez, les mots sont forts, et on voit bien ici la souffrance exprimée par Hélène Castillo sous la forme d'une révolte. Alors, elle préférerait sans doute que je parle uniquement de révolte et pas de souffrance, mais je pense qu'il y a quand même de la souffrance, c'est-à-dire dans l'idée d'être toujours mise dans une catégorie. Et puis, donc je vois de la souffrance, mais puis en disant cela, elle m'accuserait certainement, m'entendant, d'être le énième lecteur blanc incapable de comprendre ce qu'elle dit, de comprendre ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire la dimension politique de son propos, et qui existe évidemment, et très importante. Comme s'il y avait impossibilité de communication entre les expériences d'une communauté et celles d'une autre communauté, comme si chacun était enfermé dans sa communauté, incapable de lire les écrits des autres. Comme si, on le voit, on ne peut que jouer à la diversité sans réellement la voir, comme si la littérature était incapable de franchir la barrière entre les gens. Mais je vous disais que je pense qu'en fait, elle a tort, Hélène Castillo. Je pense que le langage, il est là, justement. Sinon, il n'y aurait pas de langage. Sinon, on ne pourrait pas traduire. Sinon, on ne pourrait pas communiquer. On communique quand même un petit peu. Et justement, je crois que c'est cette idée de littérature. Cette idée de littérature qui fait problème pour Castillo, avec ce qui va avec l'idée de littérature, à savoir l'idée d'une humanité, l'idée du fait que nous sommes tous des êtres humains, l'idée d'un langage qui permettrait de parler les uns aux autres. Et je verrai vraiment dans les propres mots utilisés par Castillo à la fin de l'extrait que je vous montre ici, un lieu pour se détourner vraiment de soi-même, un lieu pour s'humilier dans sa vulnérabilité, un lieu pour se mettre à nu dans sa propre ignorance. Moi, j'y verrais très très bien la définition de ce que j'appellerais la lecture parfaite, c'est-à-dire celle où le lecteur se soumet au texte. Donc, au bout du compte, Hélène Castillo a un peu le même idéal que moi. Simplement, elle pense qu'il est absolument impossible, et elle refuse de le voir là où il pourrait exister. Et cette lecture n'est pas possible, d'après elle, c'est ça qui me paraît intéressant, et excessif à mon sens, mais intéressant. Elle n'est pas possible, d'après elle, ce type de lecture idéale dans le système littéraire et dans le système de lecture qui lui a été inculqué. Elle raconte ainsi une épouvantable expérience qu'elle a vécue comme étudiante à Londres dans un cours d'écriture créative. Quand j'étais à Londres, dit Hélène Castillo, j'ai suivi, après mon master, un cours d'écriture créative où j'ai peut-être passé l'une des années les plus malheureuses et pourtant en même temps les plus banales de ma vie.
dans ce type d'expression, je trouve qu'on entend la souffrance quand même. Malheureuse parce que j'étais une personne de couleur, dans un cours institutionnellement raciste et intellectuellement dénué de toute curiosité. Banale parce que j'étais une personne de couleur, dans un cours institutionnellement raciste et intellectuellement dénué de toute curiosité. Non, il n'y a pas une coquille, hein, c'est bien une répétition qui est là, mais c'est pour dire que voilà, ce qui est le malheur, il est banal, malheureusement. J'entends, je parle pour Hélène Castillo, hein, on va revenir là-dessus. De tels endroits ne sont pas rares. C'était le genre de cours dans lequel toute discussion pointue sur l'imbrication de la politique avec l'esthétique vous fait passer immédiatement pour la fille non blanche en colère. C'est comme ça que j'essayais de traduire le syntagme très connu en anglais américain « angry brown girl », hein, « the angry », la fille non blanche en colère. Voilà. Le genre de cours qui met l'accent sur l'analyse au niveau de la phrase, c'est-à-dire l'analyse formelle. Entre parenthèses, moi. Ok. Donc, au niveau de la phrase, ton écriture ne pense pas que les Mexicains sont des hommes, hein, sont des humains. Voilà. Le genre de cours où ce ne sont pas seulement les hommes blancs qui défendent cette norme esthétique appauvrie de la lecture formelle, mais des femmes blanches et des hommes de couleur, tout aussi dénués de curiosité, très satisfaits de répéter en chœur la chanson déplorable qu'on leur a apprise. Alors, je l'avoue, j'apprécie vraiment la rhétorique virtuose de ce texte, hein, c'est-à-dire les figures de répétition pour dire la banalité du malheur, je vous l'ai souligné tout à l'heure, l'ironie à l'égard des méthodes de lecture formalistes enseignées dans le cours où se trouvait Hélène Castillo. Car, au bout du compte, c'est de cela qu'il s'agit. C'est une accusation de cette méthode formelle de lecture. L'analyse au niveau de la phrase. Ce que, dans le monde anglo-saxon, en particulier en Angleterre, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce qu'on appelle the close reading, la lecture de près du texte, hein, de manière très formelle, stylistique. Hein. Une façon donc de considérer la dimension formelle, stylistique du texte, en essayant d'écarter tout jugement sur le fond, au moins dans un premier temps. Et dans ce texte, dans ce paragraphe, en quelques mots, Hélène Castillo nous fait imaginer toute la discussion qui est une discussion typique d'une classe d'écriture créative. Vous savez, les étudiants composent des textes sur un thème donné ou un type d'exercice, etc. Puis, ils lisent les textes les uns des autres, et puis ils se commentent aussi les uns les autres. Et donc, on voit très très bien la situation, mais qui est racontée de manière très elliptique, c'est que j'aime bien cette élégance, cette force-là de Castillo. Après avoir lu le texte d'un de ses camarades, Hélène Castillo, étudiante, là, réagit au quart de tour. Et puis elle s'adresse à son auteur. « Ah, mais dis donc, tu fais dans ton texte comme si les Mexicains n'étaient pas des humains. » Bon, alors, le ou la professeure, à ce moment-là, intervient pour dire « Ah non. Hélène, restez au niveau d'analyse stylistique, hein, restez au niveau de la phrase et des textes, pas au niveau des idées et des valeurs. » Et c'est là que Hélène Castillo fait mine de suivre la recommandation de son professeur, de façon caricaturale et ironique. Ok, donc au niveau de la phrase, ton écriture, c'est-à-dire non pas toi, ne pense pas que les Mexicains sont des humains. Tout ça, on peut le développer uniquement à partir de cette parenthèse, et je trouve ça assez bien fait dans la manière le caractère très ramassé, hein, de l'anecdote. Je crois que c'est délicieusement écrit. Donc, j'allais dire, du point de vue formel, au niveau de la phrase, je goûte beaucoup ce texte. Hein, je l'apprécie beaucoup. Oui. Et Hélène Castillo est une bonne écrivaine de ce point de vue-là. Hein. Après, au niveau du contenu, je suis un peu plus sceptique. Hein. Car pour connaître un peu les universités britanniques, anglaises, en particulier à Londres, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'il y ait aujourd'hui, parce que c'est un épisode qui date d'il y a 10 ans, 15 ans, hein, ce qu'elle raconte, 20 ans. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait eu, au début des années 2000, un seul établissement d'enseignement supérieur britannique qui soit institutionnellement raciste. C'est pas possible, ce n'est pas possible, parce que le Royaume-Uni étant l'un des pays vraiment les plus inclusifs qui soient, avec du reste beaucoup moins d'opposition à l'inclusivité qu'aux États-Unis, par exemple. C'est vraiment un pays très libéral de ce point de vue-là, très ouvert. Mais
puisque nous avons déjà lu plusieurs textes de Castillo, nous commençons à comprendre que raciste, pour Castillo, a le même sens que suprémacisme blanc tout à l'heure, qui désignait tout simplement le fait de n'être pas de couleur. Et donc cela veut dire sans doute non que l'institution est raciste dans ses règles ou dans son fonctionnement, comme ce pouvait être le cas aux États-Unis au temps de l'apartheid, etc. Mais tout simplement qu'elle est, cette institution d'enseignement supérieur britannique, est régie majoritairement par des personnes non racisées, ou racisées blanches, hein, si vous préférez. Donc, voilà, institutionnellement raciste, ça a un sens assez particulier dans le discours d'Hélène Castillo. Mais ce qui me semble intéressant ici, concernant la lecture, c'est que Hélène Castillo défend une lecture, vous l'avez compris, qui ne sépare pas l'esthétique du politique. Elle est pour l'imbrication de l'esthétique et du politique. Il y a, à ses yeux, du politique partout. Tout est politique, comme on dit. Tout est politique. Et surtout la réussite esthétique, parce que, mais ça, on peut être d'accord que tout soit politique, il y a la politique partout, même dans l'esthétique. Mais surtout, c'est ça qui paraît intéressant pour elle, enfin, ce qu'elle veut dire, c'est que la réussite esthétique ne peut pas servir d'excuse à la politique. Je veux dire, elle ne peut pas servir d'excuse à une mauvaise politique. Et donc, ce n'est pas parce qu'une phrase est réussie qu'elle va pouvoir accepter l'idée qui est exprimée par cette phrase. Et donc, l'approche de Castillo est à bien des égards antiformaliste. Tout ce que des générations d'historiens de l'art, de critiques littéraires, depuis la fin du XIXe siècle jusque dans les années 1980, tout ce que ces générations de spécialistes des œuvres d'art et des textes s'étaient efforcés de constituer, depuis, je vais vous citer ici une liste de noms vraiment importants dans cette lignée de formalistes, depuis Heinrich Wölfflin en l'histoire de l'art, jusqu'à Gérard Genette pour la critique littéraire, en passant par les formalistes russes, Tomaszewski, Eichenbaum, Tinianov ou Shklovsky, par, en France, Paul Valéry, en Grande-Bretagne, T.S. Eliot, I.A. Richards, William Empson, aux États-Unis, William Wimsatt, ou bien Léo Spitzer, la nouvelle critique, tout cela, tout cet effort qui a duré 100 ans, disons, tout cet effort de constituer un domaine d'appréciation du texte littéraire qui soit purement formel, qui se situe purement au niveau de la forme et de l'esthétique, comme un espace de liberté, par rapport à toutes les puissances idéologiques, tout cela passe, avec ce texte-ci, passe à la trappe. Et l'on revient d'un coup, me semble-t-il, ici, vraiment à la vieille critique morale et idéologique, celle du procureur Ernest Pinard, qui conduisit le procès pour immoralité contre Madame Bovary de Flaubert et Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Et déjà, le mot de formalisme, en URSS, à partir des années 1930, ce mot de formalisme, qui est là, sous-jacent dans le texte d'Hélène Castillo, qui est condamné, servait à condamner les œuvres en URSS, les œuvres musicales en particulier, qui ne se conformaient pas au réalisme socialiste, et des œuvres qui relevaient d'une esthétique pure, considérée comme bourgeoise et anti-peuple. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on voit à travers l'exemple d'Hélène Castillo, et je vais terminer là-dessus, ce qu'on voit, c'est que le contrôle idéologique des textes, à l'extrême droite, comme on l'a vu, comme dans la critique décoloniale, un autre terme que je n'ai pas employé, c'est la première fois que je l'emploie ici dans ce cours, mais c'est de cela qu'il s'agit aussi, comme dans la critique décoloniale dont relève Hélène Castillo, il s'agit de retrouver tous les préjugés coloniaux qui peuvent encore exister dans une société post-coloniale, voilà ce qu'est le décolonialisme. Donc ce contrôle idéologique des textes, à l'extrême droite, comme dans la critique décoloniale de Castillo, tout cela passe, en fait, on le voit dans les censures de bibliothèques, comme ici, par un rejet, mais flagrant, volontaire, de l'appréciation purement formelle, qui est considérée, cette appréciation formelle, à droite, elle est considérée comme le masque de l'immoralité et de la transgression, et à gauche, c'est considéré, on le voit, c'est ce que dit Hélène Castillo, c'est considéré comme le masque d'un suprémacisme intolérable. Eh bien, le formalisme aura donc été une parenthèse rêvée, finalement assez brève, d'un siècle à peine, dans l'histoire longue de la lecture et de l'appréciation des œuvres,
une parenthèse de liberté pour les artistes et les écrivains. Le balancier de l'histoire, semble-t-il, maintenant, aujourd'hui, est allé dans l'autre sens, et je crains bien que nous ne restions encore longtemps dans la domination du jugement politique et moral sur les œuvres, aux dépens malheureusement, de l'approche formelle. Merci.